Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alexis Convert, président de la société Décor-A7 à Oyonnax. Donc Décor-A7, ça veut dire décoration et acétate. Et je vais vous parler de beaucoup de choses d'un point de vue industriel. Donc on va commencer par la présentation de Décor-A7 avec ces trois métiers, ces trois activités. Je vais vous parler des producteurs d'acétate dans le monde aujourd'hui, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, de l'utilisation de l'acétate, des techniques de mise en œuvre de l'acétate, de l'évolution des techniques de fabrication des lunettes, de l'acétate et de sa formulation, basiquement. On va retrouver des choses qu'on a vues tout à l'heure. Et des caractéristiques de l'acétate. Voilà. Donc aujourd'hui, je gère en fait 3 métiers, 3 sites, 3 activités. On va commencer par Acetabel, qui est une société qui produit de l'acétate de cellulose. Je vous expliquerai comment. En granulé, à partir de flakes et de plastifiants. Et je vous montrerai aussi à partir de presses, des boutineuses, des extrudeuses. Donc on fabrique du granulé. Ce granulé, il va être thermocompressé dans une société qui s'appelle Modot, qui se trouve à Morée, rue de la République, pour ceux qui connaissent, merci. Acetabel est à Béligna, qui était juste à côté d'Oyonnax. Morée, Modot. Et ensuite, Modot va fournir à Décor-A7, qui va commercialiser ses produits thermocompressés. Sachant que Décor-A7, en fait, fait du négoce, du collage, de la décoration. Je vais vous expliquer tout ça. Alors justement, Décor-A7, on a une activité de négoce. Donc on achète des matières par tonne, on les revend en détail. Donc on les revend soit aux industriels, soit aux opticiens de plus en plus d'ailleurs. Avant de vous parler de l'activité de Décor-A7, je vais vous faire un petit historique. En fait, Décor-A7 doit son origine à l'entreprise familiale qui s'appelle G. Convert, SA, fondée en 1830 par Gustave Convert. La maison Convert produisait du celluloïd et de l'acétate de cellulose au début du siècle dernier. Elle rencontra un fort succès avec la production des poupons nano. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de ces poupons, qui étaient justement en celluloïd et qui rencontrent aujourd'hui un gros problème de conservation, puisqu'ils ont maintenant 70 ans et ces deux agrègent avec le temps. G. Convert SA se spécialisa ensuite dans l'extrusion de polymères en filière plate et la production de résine synthétique. Voilà, donc Décor-A7 est le bébé de G. Convert SA. Donc une activité de négoce, une activité de découpe. Donc on a une commande numérique qui permet de découper justement ces plaques d'acétate qui sont produites. Alors petite anecdote, vous remarquerez le tam-tam en bas à gauche de la photo de la commande numérique. Le tam-tam, fleuron produit objet design des années 60 qui a rencontré un très fort succès. Je pense que tout le monde a entendu parler du tam-tam. Ensuite, nous faisons du collage alors, avec une presse qui date de 120 ans, qu'on voit à gauche. Remarquez également la charrette qui a bien son époque aussi. Donc on voit à droite l'activité de collage. Là, on a collé des feuilles de tissu, principalement pour l'ornement de coiffure et la lunette. Alors la décoration, ça consiste à mettre en sandwich des plumes, des paillettes, des feuilles végétales, des fibres. Donc on voit une opératrice ici qui est en train de poser des plumes de dinde entre deux feuilles de plastique, et on voit en haut à droite des feuilles végétales et des plumes d'autruche qui sont plaquées en sandwich entre deux feuilles d'acétate. Voilà. Là, on va passer à la société Acetabel. Donc la société Acetabel extrude des granulés d'acétate. Donc on voit une extrudeuse avec sa trémie, son fourreau et une filière qui va pousser du spaghetti en fusion, de l'acétate en fusion, pour obtenir du granulé comme on a sur la photo en bas à droite. Donc en fait, Décor-A7 a acquis la société Acetabel en 2017. C'est tout récent. Acetabel, ça veut dire acétate Béligna. Et pour la petite anecdote, c'est un bébé de la bélinite, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du celluloïd. Voilà. Donc Acetabel fait de la coloration à partir de colorants, de pigments, de mélange-mètres. On va fabriquer du granulé, que voici. Décor-A7 fait de la régénération d'acétate. Alors grâce à tous les fabricants de lunettes et d'ornements de coiffure qu'on peut trouver dans le Jura et à Oyonnax, je récupère des lots de matière. Alors ici on voit des conteneurs
qui sont remplis de squelettes de branches, de yeux de lunettes et de contours de lunettes, puisqu'il faut savoir que la fabrication de lunettes en acétate produit 80% de déchets. Donc je récupère ces déchets, je les reboudine, j'en refais des couleurs, je les trie, je les concasse, comme voici. Et ce qui permet de nous trouver dans une économie circulaire. Parlons de Modot. Alors Modot, c'est une société qui est dans le Jura. Modot, c'est l'association de plusieurs lunetiers à Oyonnax et dans le Jura qui ont permis de remettre de l'argent dans une machine qui s'appelle un carrousel. Donc c'est avec plusieurs postes. On a des postes de chargement, chauffe, thermocompression, refroidissement, éjection. Cette machine fait un sixième de tour toutes les 10 minutes et on sort une plaque d'acétate de cellulose à partir du granulé comme vous voyez ici, qui est donc thermocompressé entre un moule et une matrice. Voilà. Donc on chauffe les granulés à peu près 200 degrés. Voilà, j'ai tout dit. Donc aujourd'hui, on voit qu'on est vraiment dans une économie circulaire, puisqu'Acetabel produit des granulés, il fournit à Modot qui les thermocompresse, qui les fournit à Decoracet qui peut les découper, les coller, qui les fournit aux clients, et là on a un retour des déchets, donc on peut dire que les matières peuvent circuler plusieurs fois. Voilà. Je vais vous parler maintenant des producteurs d'acétate dans le monde. Alors, bref, petit rappel historique. Donc, vous avez compris que l'acétate était le descendant du celluloïd. Alors, à Oyonnax, en 1906, on dénombrait exactement 41 fabricants d'articles en celluloïd pour 9500 habitants. C'est précis. En 1914, il y avait 4 usines de production de celluloïd à Oyonnax, qui réalisaient 5 tonnes par jour, ce qui est quand même assez important. Il y avait l'Oyonnaxienne, la Société lyonnaise de celluloïd, la Maison Convert et la Bellinite, à qui Acetabel doit son origine. Dans les années 1940, il y avait des usines de production d'acétate partout dans le monde, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Russie, en Allemagne, en Italie, etc., etc. Alors on y faisait des touches de machine à écrire, des talons de chaussures, des manches d'outils, des abat-jours, des stylos, des manches de parapluie, des jouets, des volants de voiture et surtout des films argentiques. Dans les années 1970, la société Convert vend sa licence à Ron Poulenc qui dépose la marque Rhodoid, très important. Donc les grandes familles de plastique issues du pétrole ont remplacé petit à petit l'industrie de l'acétate à partir de on peut dire à peu près de la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est vrai que les polyoléphiles, les styréniques, les acryliques ont vraiment remplacé l'acétate et le celluloïd. Voilà. Alors aujourd'hui, il reste 2 producteurs en Italie qui sont très importants. Donc il y en a un qui s'appelle Mazzucchelli et l'autre qui s'appelle Laes. Donc c'est des sociétés de centaines de personnes qui ont aussi des usines en Chine. Au Japon, on a une société qui s'appelle Takiron qui fait les meilleurs acétates au niveau de la brillance, mais qui sont les plus chers. En Chine, on a énormément de producteurs d'acétate, il y en a peut-être 10, 15. Notamment les plus grands, c'est Decel, Go Création, Jinyu, Jimei. Donc, ce qui fait qu'en Europe, Acetabel est le 3e producteur d'acétate en Europe, avec une petite unité de moins de 10 personnes. C'est vraiment un marché de niche. Maintenant, comment est utilisé l'acétate aujourd'hui? Alors aujourd'hui, l'acétate, c'est principalement le premier marché, c'est les filtres à cigarettes. Là, au moins, il n'y a pas besoin de conservation. Ils mettent longtemps à se délaisser. Ah, on en trouve en art contemporain. Ah, c'est possible. D'accord. Intéressant. Usagé ou neuf? Usagé, les deux. Ah, d'accord. C'est mieux quand on usagé. Après, bien sûr, c'est la plaque. Pour la lunetterie, principalement, l'ornement de coiffure, les jetons de casino. Donc, il y a 2 leaders en Europe qui font des jetons de casino, qui ont fait fortune avec le passage à l'euro, d'ailleurs. Il y a la câblerie. Alors, je ne sais pas pourquoi, les Allemands enrobent les câbles extrudés avec de l'acétate. Je sais pas, j'ai pas réussi à savoir pourquoi. Dans le textile, on a la rayonne et la viscose.
qui ne sont pas tellement utilisés, mais qui sont un petit peu connus quand même. Et puis il y a les fameux films argentiques, qui est un marché en totale perdition avec l'arrivée du numérique, où là, tout le monde a entendu parler du Super 8, du 16 mm, du 35 mm, du 24-36, du fameux Kodachrome, puisque le film argentique est un plaquage en fait d'acétate et de gélatine, la gélatine étant un absorbeur des halogénures d'argent, qui étant des particules photosensibles. Là, je pense qu'il y a des spécialistes dans la salle à ce sujet. Là, on passe aux techniques de mise en forme de l'acétate. Alors, je vous passe des techniques, on va voir les plus simples, on ne va pas aborder le rotomoulage, le thermoformage, on va prendre les principales. Alors, le bloc, appelé également le tranché, donc c'est ce que fait principalement Mazzucchelli en Italie. Donc c'est une technique permettant d'obtenir des effets dans la masse. Donc les copeaux d'acétate sont chauffés dans un bloc, refroidis, puis tranchés en feuilles comme une tranche de jambon. Donc c'est des énormes blocs. J'ai pas de reportage là-dessus, hein, mais bon bref. Donc on jette des copeaux de différentes matières qui sont chauffés puis refroidis et qui sont coupés en tranches. Donc pour votre information, quand les feuilles d'acétate sont tranchées, elles sont ensuite séchées, pendues, et on a une journée de séchage par millimètre d'épaisseur. Donc en fait, quand elles sont tranchées, elles sont molles, exactement comme du jambon. Voilà, c'est un bon exemple. C'est pour ça que c'est fin d'été. Pardon ? Non, je dis c'est pour ça que c'est fin d'été. Oui, exactement, merci. Mais c'est pas à Parme. C'est plutôt du côté de Milan-Turin. Ensuite, on a l'extrusion. Alors l'extrusion, vous avez une trémie à gauche avec de la matière en granulé qui va passer dans un fourreau avec une vis qui va chauffer, qui va liquéfier la matière, qui va passer dans une calandre, un tapis de refroidissement, un rouleau de tirage, la matière va être cisaillée, et donc c'est le principe de fabrication des polymères en filière plate, hein, qu'on rencontre de manière très banale dans l'industrie. L'injection, aussi on injecte de l'acétate bien sûr. Tout le monde connaît l'injection, donc c'est pareil. L'extrusion est un procédé en continu, alors que l'injection est un procédé en coup par coup. Donc on va injecter grâce à des granulés dans une trémie qui va passer pareil dans un fourreau et une vis à chaud qui va rentrer dans un moule. Une fois le moule refroidi, il va être ouvert et la pièce va tomber. Aujourd'hui, elle est plutôt récupérée par un robot et c'est souvent conditionné d'une manière très moderne. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de l'évolution des techniques de fabrication des lunettes. Qui dit acétate dit lunettes. Morée, Oyonnax, c'est vraiment la région où on a beaucoup de lunettes qui sont produites encore. Il y a aussi le Cadore en Italie, qui est une région où on produit énormément de lunettes. Alors, ça, c'est l'emporte-pièce. C'est une technique de fabrication qui était utilisée avec le celluloïd au début du siècle dernier. Donc on apposait sur cette emporte-pièce que vous voyez ici, donc là il y a une forme en lunette. Là vous avez deux paires de branches. Donc ces emporte-pièces datent des années 20, 30, 40, je ne sais pas très bien. Virginie saurait certainement mieux les dater que moi. Voilà. Ces emporte-pièces ensuite étaient mis dans des presses à volant, comme on a à gauche, ou des presses à toc, comme on a à droite. Alors pour les connaisseurs, j'ai une petite collection de presses. Je suis passionné par les vieilles machines, on est en Oyonnax. Et donc s'il y en a qui sont intéressés, ils pourront discuter avec moi là-dessus. Voilà. On reconnaît donc la petite l'emporte-pièce avec la paire de lunettes à gauche, à droite, pardon, et les paires de branches à gauche. Ensuite, alors, on a le pantographe. Le pantographe, il est né après l'emporte-pièce, à partir des années 1930, on peut dire. Donc le pantographe, on voit ici qu'à gauche, on a un pointeur qui va suivre un gabarit, et à droite, on a un axe qui est généralement entraîné par un moteur, qui va exactement suivre le gabarit avec un jeu de pièces en 5 axes. Ce qui donne en pratique le fameux panto Vaucher, fabrique de pantographes oyonnaxiennes dans les années 30-40. Donc ici vous voyez que à gauche
on a simplement un pointeau qui permet de suivre l'orifice, et à droite, la fraise va percer le trou là où le pointeau le guide. Alors ces photos ont été prises il y a une semaine, c'est tout frais, il y a encore des gens qui travaillent aujourd'hui avec des pantographes, pour des petites séries bien sûr. Donc là on voit le pantographe en entier. Dans la photo de droite, vous voyez bien à gauche le guide avec un gabarit, et puis à droite la fraise qui permet de suivre exactement le gabarit. Ensuite on va passer à la commande numérique. La commande numérique est arrivée dans les années 80. Voilà une commande numérique. Donc là, on n'a pas les mêmes problématiques de formation, bien entendu. Autant un panto, en 30 minutes de formation, je pense qu'on peut travailler tout de suite dessus. Là, par contre, c'est un outil qui permet qui nécessite une formation très importante. Un gros plan sur la commande numérique qui permet d'avoir un travail, vous connaissez X, Y, Z, ces 3 axes. Ces machines permettent d'avoir 5-6 axes, puisque la fraise peut bouger sur un axe, et le plateau permet aussi de bouger sur un autre axe. Donc là, on a une commande numérique de 5 axes. Voilà. Donc ça, c'est quand même des investissements assez importants. Je vais vous parler de l'acétate et de sa formulation basique. On ne va pas rentrer dans les adjuvants, les additifs, etc. Alors basiquement, l'acétate c'est quoi? C'est du flocon appelé flake, plus du plastifiant, plus du colorant. Alors l'origine du flocon, c'est la putréfaction de la cellulose dans l'acide acétique. L'acide acétique étant le vinaigre d'alcool blanc. Alors tout ça, bien sûr, c'est fait à des très grandes échelles. C'est blanchi, c'est filtré, c'est pressé, etc. Et on peut dire aujourd'hui que le flake est principalement utilisé, enfin produit à partir de bois, alors qu'au milieu du siècle dernier, il était à partir de coton. Alors pour ceux qui aiment bien travailler l'acétate, on n'a pas du tout les mêmes effets, le même bruit et les mêmes odeurs, avec une acétate travaillée avec du coton et une acétate travaillée avec du bois. Voilà. Donc des producteurs de flake, il y en avait énormément il y a 30-40 ans. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Il n'y en avait plus que 2 très récemment. Donc c'était Eastman et Solvay. Sachant qu'en juin 2016, Solvay, qui est une entreprise franco-belge, rachète les usines de production de Eastman Kodak aux États-Unis. Sachant également que Solvay avait déjà acheté Rhodia en 2011. Donc Rhodia, c'est le papier, c'est la cellulose, on est vraiment dans la cellulose. Ensuite, le plastifiant. Alors le plastifiant, les plastifiants les plus utilisés sont des phtalates. Donc les phtalates, ils sont issus du naphta, donc du pétrole. Aujourd'hui, on peut utiliser des plastifiants à base d'huile végétale, comme de la triacétine ou de l'acide citrique. Sachant qu'il y a une demande de plus en plus importante des clients de faire des produits sans phtalates, sans bisphénol, biosourcés, sans perturbateurs endocriniens. Voilà, donc ça c'est une demande de plus en plus importante que j'ai, parce que j'ai l'impression que les clients ont besoin de raconter une histoire pour arriver à vendre des choses maintenant. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de l'acétate et de ses caractéristiques. Alors la première caractéristique de l'acétate, bien sûr, c'est la plasticité, comme tous les plastiques. L'acétate est un plastique, c'est pas parce qu'il n'est pas issu du pétrole que ce n'est pas un plastique, puisque c'est la plasticité qui donne son terme. Donc mise en forme à une température de 60 degrés, on peut la courber facilement avec de l'eau chaude, même avec un séchoir à cheveux, avec un tapis chauffant. Voilà. La densité, contrairement aux plastiques type styrénique, polyolefine, qui ont une densité de 0,9, 0,95, donc qui flottent, l'acétate a une densité de 1,32. Donc l'acétate coule. Donc si tous les sacs en plastique étaient fabriqués en acétate, les océans ne seraient pas pollués, sauf que les sacs en plastique seraient au fond de l'eau. Voilà, c'est une petite anecdote. Ça sentirait le vinaigre. On aurait une mer de vinaigre.
Alors il y a une caractéristique qui est vraiment très importante, l'acétate est un matériau très noble. Quand on le tient dans les mains, c'est un matériau qui est très brillant. On arrive à le faire briller par un procédé de tonneau, avec des opérations de ponçage et de polissage avec des copeaux de bois, pour ceux qui connaissent. Et on obtient un matériau qui est vraiment très très brillant, je dirais aussi brillant qu'une pierre précieuse. Et ça, c'est vraiment ce qui attire le consommateur dans sa pulsion d'achat, on va dire. Par contre, on a un manque de stabilité dimensionnelle. Donc, comme on le disait, l'acétate va rétrécir au fur et à mesure du temps. Ce qui fait que quand on fait des plaquages de fin sur épais, on va avoir une courbe qui va s'opérer. Quelquefois, quand on met des paires de lunettes au soleil dans une vitrine, elles vont se courber dans le sens inverse du corps. Parce que on a mis une base et un top, et le top étant le plus fin. Donc ça tire du côté du fin. Donc ça, c'est un inconvénient. Techniquement, c'est aussi pour ça qu'on shoote les branches, qu'on met une armature en métal dans les branches, pour pas qu'elles partent un petit peu dans tous les sens. Il y a un problème d'incompatibilité avec l'acétate, comme on en parlait tout à l'heure. L'acétate est incompatible avec les acides forts, les bases fortes et les agents oxydants forts. Pour le métal, ça je ne le savais pas. Alors j'ai un petit document qui est intéressant, qui se trouvait dans un lot d'acétate que j'ai acheté, qui vient de l'époque où Ron Poulenc produisait du rhodoïde, et que j'ai affiché dans mon bureau parce que je trouve ça anecdotique. Alors nous rappelons que le rhodoïde doit être travaillé dans des locaux dont la température est supérieure à 18 degrés et l'état hygrométrique voisin de 60%. Vous avez dit 50, 60, bon. Il est recommandé surtout pendant la saison froide de ne mettre en œuvre le rhodoïde qu'après lui avoir laissé reprendre une température et une humidité suffisante par un séjour de 24 heures dans un local à 18 degrés et à 60% d'état hygrométrique. Pour le travail à la machine, afin d'éviter les écaillages et les amorçages de rupture, il est préférable de chauffer le rhodoïde à 30-35 degrés pendant quelques minutes au moment du travail. Donc voilà. Alors c'est vrai que les défauts principaux qu'on rencontre dans l'usinage, c'est les écaillages, les matières qui cassent. Et donc Ron Poulenc s'était déchargé. L'ISO 9002 n'existait pas à l'époque, donc il faisait des papiers comme ça. Donc voilà, alors, petites astuces des fabricants pour faire des lunettes. Pour fixer la mémoire et la forme, les artisans, après l'opération de cintrage ou de ménisquage, plongent la lunette dans l'eau glacée pour fixer la mémoire. Voilà. Pour ramollir l'acétate, les artisans la plongent dans une solution d'eau et d'acétone. Donc si vous voulez récupérer des vieilles acétates pour en faire des nouveaux objets, eh ben, vous pouvez la plonger. Non, mais ça se fait, ça se fait. C'est pas dangereux. Non, pour le plastique, c'est dangereux à long terme. Faut pas mettre d'acétone. Mais 20% d'acétone, c'est... Voilà. Alors peut-être que l'acétate est un matériau d'avenir. On sait qu'aujourd'hui l'exploitation des hydrocarbures et du pétrole un jour arrivera à terme. Il va falloir un jour arriver à fabriquer du plastique sans pétrole. Alors il n'y a pas que l'acétate, il y a aussi d'autres matériaux qui sont fabriqués avec d'autres produits. Voilà, mon intervention est terminée. Place au débat. Je vous remercie.